Bon, parfait. Ben, Voilà. allons-y. Alors, Donc, Monsieur Lefebvre, c'est à vous. oui, ben, merci bien, merci bien. Dans le fond, là, je fonctionne à deux écrans. Je vous vois là en Zoom sur mon écran qui est à ma droite, mais je ne verrai pas si vous mettez des trucs soit dans la conversation ou que vous levez votre main. Donc, n'hésitez pas à poser la question si jamais c'est nécessaire. Donc, je peux vous avoir du coin de l'œil, mais il y a fort à parier que je vais louper là, les questions qu'il y aurait. Ça fait qu'hésitez pas, interrompez-moi si jamais il y a des éléments qui ne sont pas clairs. Donc, puis face à moi, je vais avoir la présentation là, que je vous partage à l'instant. Il faudrait me donner la Ouais, possibilité ça, de je... partager. Attendez une minute. Ça, c'est désactiver le son. Est-ce qu'un de mes cours peut m'aider parce que je ne vois pas l'option? Oui, c'est bon. Je c'est viens bon. d'avoir l'autorisation. Donc là, normalement, Merci. vous devez. Est-ce que vous voyez la. Oui, Oui, on voit. tout à fait. Oui, super. Donc, et si je vais avec. Ouais, ça ne sera pas long. Si je retourne à la bonne place, est-ce que vous voyez la deuxième diapo actuellement? Qui sommes-nous? Oui. Oui, C'est OK. ça. OK, parfait. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet atelier sur l'introduction à l'informatique quantique. Je suis super content d'être avec vous ce matin. Ça me replonge, j'ai écouté dans un passé. Moi, je m'appelle Justin Lefebvre, je suis à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. Depuis janvier maintenant, je suis au développement des partenariats, donc pour un projet qui est le projet de l'espace IBMQ, où on fait de la programmation quantique. Puis l'idée, c'est de mettre en place un hub de programmation quantique, donc vraiment d'avoir les chercheurs, les étudiants de l'Université de Sherbrooke qui participent à la recherche en programmation quantique, mais aussi d'avoir des entreprises qui viennent sur place, qui ont des employés avec nous et qui veulent participer à faire de la recherche en programmation quantique. Donc, c'est vraiment très, très actuel ce que je vous dis là, très réel. Et quand je vous dis que c'est bon un retour, j'ai commencé ma carrière il y a presque une vingtaine d'années maintenant, comme enseignant de cégep en physique. J'ai un background en géologie, mais rapidement, au début de ma carrière professionnelle, j'ai enseigné dans plusieurs cégeps de la province, jamais à Lionel-Groux, mais je me suis déplacé là, à Bois-de-Boulogne, Marie-Victorin, Trois-Rivières, Collège de la Flèche, qui est le privé à Trois-Rivières, Joliette et puis l'Institut maritime du Québec aussi à Rimouski. Donc, j'ai bourlingué quand même pas mal dans différents types de cours de physique et même de chimie et de géologie à l'occasion dans ces années-là. Ensuite de ça, j'ai été un peu plus loin du monde de la physique pendant un certain temps. Et c'est ça, là, depuis janvier, là, je suis de retour quand même à ces premières amours-là. Donc, très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, ça vous donne un peu un aperçu d'où je viens. Maintenant, introduction à l'info quantique. Si je vous replace un peu dans le contexte, cet atelier-là, c'est le premier d'une série de deux. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment regarder la partie mécanique quantique derrière un ordinateur quantique. On va voir qu'est-ce que c'est un ordinateur quantique aussi. Donc, vraiment, les notions qui sont importantes à comprendre pour ensuite de ça, se lancer en programmation sur un ordinateur quantique. Ce qui est le deuxième atelier, là, c'est ça. Je ne me rappelle pas par cœur la date, c'est dans 2 ou 3 semaines. Il me semble que c'est 3 semaines. Je l'ai d'indiquer un peu plus tard là, à la fin de la présentation. Vous le savez probablement aussi. Donc, aujourd'hui, c'est important d'avoir ces notions-là. Puis je vais souligner là, les points à retenir pour la prochaine fois. Donc, qui nous sommes? Dans l'équipe de l'espace IBMQ, on est 4. Donc, vous me voyez là complètement à gauche. Ensuite de ça, au centre, c'est nos 2 programmeurs qui font partie de l'équipe. Tom Malla, lui, à droite et à l'animation des communautés. Donc, on est situé à l'Université de Sherbrooke depuis 5 ans, ou fait presque 5 ans maintenant, ça va faire 5 ans cet hiver. Il y a à l'Université de Sherbrooke un institut de recherche qui a été mis en place, qui est l'Institut quantique, donc qui regroupe de la recherche dans différents secteurs du quantique, donc pas juste en programmation quantique, il y a aussi les matériaux quantiques. Vous pouvez penser aux supraconducteurs, par exemple, quand on pense à matériaux quantiques, ou à certaines caractéristiques, l'explication des caractéristiques des transistors, par exemple. Donc, c'est quantique aussi. Maintenant, il y a aussi le génie quantique qui en fait partie. Et plus spécifiquement, j'ai fait un petit survol déjà là, de l'espace IBMQ où on veut vraiment mettre en place une dynamique, faire un écosystème de programmation quantique. Et dans cette idée-là, on veut aller justement au niveau collégial pour commencer à intéresser vous
autant les enseignants que les étudiants, à qu'est-ce que c'est un ordinateur quantique, puis voir un peu justement qu'est-ce que ça peut amener dans un futur plus ou moins lointain. Donc, cette nouvelle façon de penser la programmation, parce que vous allez le voir, c'est vraiment une nouvelle façon de penser la programmation en tant que telle. Donc, l'ordinateur quantique, c'est quoi? Évidemment, commençons par cette question-là. Vous avez ici la photo d'un ordinateur quantique de IBM. C'est, en fait, là, je vous dis de IBM, mais en réalité, la plupart des ordinateurs quantiques, peu importe l'entreprise, ont vraiment ce look-là. En réalité, l'ordinateur quantique, est-ce que vous voyez ma souris? Est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer? Oui. Oui, OK, parfait. En réalité, l'ordinateur quantique, là, si je vous le pointe, c'est dans cette zone-ci que ça se passe. C'est là où il y a le processeur quantique. En réalité, l'appareil qui est autour, c'est un frigo. Donc, évidemment, vous pouvez penser à un frigo pas comme chez vous. C'est vraiment un frigo qui est particulier. C'est un frigo à dilution qui va utiliser l'hélium comme réfrigérant. Et bon, plus on descend à l'intérieur du frigo, donc l'étage en haut ici est peut-être autour de quoi 4 Kelvin, je vous dirais, là, qui est le moment où l'hélium va passer en hélium liquide. Ensuite de ça, plus on descend, plus ça va être froid. Et au cœur, ici en bas, là où le processeur quantique se trouve, c'est autour de 4 millikelvin. Donc, 4 millièmes de 1 degré Kelvin, c'est essentiellement 1000 fois plus froid que dans l'espace. Et ça prend cette température-là, donc ce froid-là, pour être capable de garder les propriétés quantiques le plus longtemps possible. Et quand je dis le plus longtemps possible, c'est des temps qui sont assez courts. Avant de perdre les propriétés quantiques d'un ordinateur quantique, celui-là là, que vous avez devant les yeux, c'est probablement autour de 100 ou peut-être 200 millisecondes. Donc, l'ordinateur va perdre ses propriétés quantiques très rapidement. Il faut absolument opérer les calculs à l'intérieur de ce laps de temps-là. Sur les ordinateurs modernes. Évidemment, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on en reparlera. Mais aujourd'hui, je vous dirais, c'est vraiment l'état là, de la situation par rapport aux ordinateurs quantiques. Maintenant, un ordinateur quantique, pourquoi est-ce que c'est différent d'un ordinateur classique? Bien, ça utilise la nature quantique de la matière. Donc, on va regarder plus en détail qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut penser à une logique qui est différente aussi. Moi, je dis toujours, il faut reprogrammer les programmeurs, il faut reprogrammer les programmeuses parce que la logique qui est utilisée derrière les ordinateurs quantiques est complètement différente et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la logique sur laquelle tout ça s'appuie? Et il y a 3 phénomènes, je vous dirais en particulier, sur lesquels on va s'attarder aujourd'hui. La superposition, savoir qu'est-ce que ça veut dire, la superposition. L'interférence, aussi un élément qui est fondamental, qui est très important en mécanique quantique pour être capable d'avoir un ordinateur quantique. Et l'intrication. Donc, on va aller voir ces 3 phénomènes-là du quantique qui ont l'interférence peut avoir des équivalents dans le monde dans lequel on vit, là, à l'échelle à laquelle on vit, mais la superposition, l'intrication, c'est définitivement des propriétés quantiques, donc qui s'observent vraiment au niveau de l'infiniment petit de la matière. Maintenant, la logique quantique, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre d'atteindre la possibilité de résoudre des calculs qui sont difficiles. Résoudre un calcul difficile, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, simplement vous dire qu'il y a des calculs qui sont simplement impossibles à réaliser sur des ordinateurs aujourd'hui. Même les superordinateurs classiques aujourd'hui, même ceux qui existeront dans 50 ans d'aujourd'hui, il y a des calculs qui ne pourront jamais être résolus. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples de qu'est-ce que ça peut vouloir dire, des calculs difficiles un peu plus tard. Maintenant, qu'est-ce que ça va pouvoir permettre de résoudre ces calculs difficiles-là? Ça va pouvoir permettre de mieux simuler les molécules. En intelligence artificielle, il y a des applications aussi. Tout ce qui est environnement, il y a beaucoup d'applications qui sont en train d'être développées aujourd'hui ou des idées de comment on va pouvoir le développer aujourd'hui. Et en cybersécurité aussi, c'est fondamental. Vous allez voir, je vais utiliser un discours qui est tout le temps qui a tout le temps l'air futuriste, c'est-à-dire que quand on va avoir des ordinateurs quantiques plus performants et tout, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, la situation est telle qu'il y a des ordinateurs quantiques, mais il y a beaucoup de bruit dans les résultats. Donc, les résultats ne sont pas encore parfaits. Puis quand je rencontre une entreprise, je dis tout le temps, si vous investissez aujourd'hui, il n'y a pas de rendement dans 1 an, il n'y a pas de rendement dans 2 ans, parce que les résultats que vous allez obtenir, en fait, ne sont pas encore fiables. Pourquoi donc une entreprise pourrait être intéressée à aujourd'hui commencer à se lancer là-dedans? Pourquoi quelqu'un voudrait faire de la recherche en ordinateur quantique? C'est que c'est difficile comme logique au final et il faut commencer tout de suite à s'y intéresser pour
le jour où les ordinateurs vont être réellement performants, être capables d'y arriver. On est un peu au 1950 de l'ordinateur moderne. Donc, en 1950, il existait des ordinateurs, mais évidemment, c'est loin de ce que c'est aujourd'hui. Donc, le parallèle est quand même assez bon. On va commencer par l'information classique, par qu'est-ce que c'est un ordinateur classique, avant de se lancer dans qu'est-ce que c'est un ordinateur quantique. Donc, si on y va en résumé, l'ordinateur classique va utiliser le bit comme unité d'information. Souvent, on va parler de 0 et de 1. Donc, c'est une représentation de l'information. Donc, on utilise 0 ou 1. Et puis, on peut encoder. Donc, si par exemple, on a 5 bits, on est capable d'encoder de l'information jusqu'à 31, en fait, ou 32, de fait 32 façons différentes, donc de 0 à 31. Et la façon d'encoder l'information, vous l'avez devant les yeux. Donc, quand on a 5 0, bien, ça correspond à 0, par exemple. Puis si on avait 5 1, bien, ça correspond à 31. On pourrait aussi décider que ces représentations-là de 5 bits à la suite, les uns à la suite des autres, c'est des lettres. Bien, à ce moment-là, on n'aurait pas besoin nécessairement de se rendre à 31 comme il y a 26 lettres dans l'alphabet. Donc, on pourrait se rendre du qubit, pas du qubit, je m'excuse, mais de la représentation de 0 avec A jusqu'à 1 1 0 0 1 pour le Z. Donc, ça serait une façon de représenter les chiffres ou de représenter les lettres dans ce cas-ci. Donc, avec 5 bits, on est capable d'encoder les nombres de 0 à 31 ou on est capable d'encoder l'alphabet. Donc, ça, c'est ce qu'on est capable de faire de façon classique. Maintenant, si on veut additionner, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est des successions de 0 et de 1 comme ça, en fait, on est en base 2. Donc, plutôt que d'être en base 10, les calculs vont se faire en base 2. Ce que ça veut dire, c'est que, bon, pour un calcul facile, évidemment, 6 plus 12 donne 18. Je ne vous apprends rien de ce côté-là. Si on vient voir du côté de code binaire, donc en base 2, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, 6, si on vient dans le tableau ici, on voit que c'est 0, 0, 110, donc 0, 0, 110. Le 12 va correspondre à 0, 11, 0, 0, donc 0, 11, 0, 0. Et ensuite de ça, le calcul va se faire de la même façon que ce que vous êtes habitué. Donc, 0 plus 0 va donner 0. 1 plus 0 va donner 1. Maintenant, 1 plus 1, ça serait l'équivalent de faire 5 plus 5, par exemple. Donc, il faut retenir une dizaine de plus quand on fait 5 plus 5. Bien, ici, dans le fond, il va y avoir une retenue. 1 plus 1 va donner 0 avec une retenue de 1. On va avoir 1 plus 1 qui donne 0 avec une retenue de 1 et on aura le 1 final. Et si on vient voir dans le tableau, 1, 0, 0, 1, 0, à quoi ça correspond? Bien, 1, 0, 0, 1, 0, ça correspond à 18. Donc, vous voyez, qu'on calcule en base 10 ou qu'on calcule en base 2, dans le fond, on est capable de faire des additions. Donc, ça, c'est la logique de l'ordinateur classique dans ce cas-ci. Maintenant, comment l'information classique est encodée? Ça, c'est une bonne question, parce que tantôt, j'ai mentionné les 0, les 1, c'est des représentations, dans le fond, de systèmes physiques. Alors, qu'est-ce que c'est le système physique qui est derrière? Bien, écoutez, il en existe un paquet. Il y en a seulement que 2 représentés ici, mais il y en a beaucoup plus que ça. Ça pourrait être des interrupteurs. Donc, on pourrait dire quand l'interrupteur est fermé, ça représente 0. Quand l'interrupteur est ouvert, ça représente 1. Ça pourrait être des petits aimants. Donc, quand le nord pointe vers le haut, c'est 0. Quand le sud pointe vers le haut, c'est 1, par exemple. Ce qui était ça ici, soit dit en passant, là, la technologie utilisée pour les disques durs. Donc, dans un disque dur, c'est des domaines magnétiques donc, qui sont encodés. Donc, soit c'est le nord qui est vers le haut ou le sud qui est vers le haut. Et à ce moment-là, ça donne une succession de 1 et de 0. Si vous prenez un disque compact, le disque compact, lui, c'est des petits trous à l'intérieur du plastique. Si vous regardez un disque compact au microscope, vous allez voir une succession de petits trous. Et par définition, donc s'il y a des trous, il y a aussi des bosses. Donc, un, c'est le 0, l'autre, c'est le 1. Donc, physiquement, c'est des trous et des bosses qui représentent les 1 et les 0. Donc, on va se représenter ces différents états-là, donc qui sont soit un, soit l'autre, par 1 et 0. Donc, ça, c'est la logique qui est utilisée dans l'information classique. Maintenant, pour faire un ordinateur, évidemment, il faut aller beaucoup plus loin que les 1 et les 0. Il faut aller plus loin que l'aspect physique de l'ordinateur. Il faut aller plus loin que le 1 ou le 0. On utilise des portes logiques et éventuellement, on est capable de représenter, comme on l'a vu tantôt, soit des chiffres, soit des lettres. Et ce que vous allez utiliser en programmation, bien évidemment, ça va être votre interface de programmation, donc où vous avez votre codage là, qui va être inscrit ici. Puis évidemment, on aurait pu mettre d'autres couches avec des jeux vidéo ou des applications, en fait, qui choisissez laquelle là, sont toutes valides, donc qui serait une couche supplémentaire dans ce cas-ci. Donc, c'est la hiérarchie de l'information classique.
Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, à partir de maintenant, c'est de regarder pour l'ordinateur quantique, bien, on va rebâtir, dans le fond, la même logique que ce qu'on vient de voir comme hiérarchie, mais pour l'ordinateur quantique. Alors, lumière et atomes, système quantique par excellence, c'est-à-dire qu'on va baser nos qubits soit sur la lumière ou soit sur les atomes eux-mêmes. Donc, on va fabriquer nos ordinateurs à partir de ces éléments physiques-là. Alors, allons-y avec, là, j'ai entendu tantôt qu'il y avait des étudiants parmi vous qui sont en troisième année. Doris, là, je te vois, est-ce qu'on a beaucoup de gens en première année? Présentement, j'en ai listé 4. Il y en a 4. OK, Quatre en première session, puis 2 en troisième session. OK, parfait. Bon, écoutez, c'est bon. Comme ça, ça va me donner l'idée. Si vous êtes en troisième session, vous avez probablement vu, si vous faites le cours d'ondes des physiques modernes, à ce point-ci, le spectre lumineux. Si vous êtes en première session, bien, écoutez, ce n'est pas grave. Je pars de la base, donc vous ne perdrez rien aujourd'hui. Essentiellement, voici l'exemple que je vous propose ou l'expérience que je vous propose. On prend un tube ici qui est vide et on met un gaz à l'intérieur. Et ce tube-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher sur une source électrique et on va envoyer une décharge électrique, donc du pôle positif vers le pôle négatif. Et cette décharge électrique-là, dans le gaz qui est présent à l'intérieur de notre tube qui est ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va émettre de la lumière. Si c'était la lumière du soleil, quand on décompose la lumière, donc on passe par exemple la lumière du soleil dans un prisme, vous auriez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, par définition, le soleil est composé de toutes les longueurs d'onde de la lumière visible. Et vous avez donc de la longueur d'onde du rouge vers le orange, le jaune, le vert, et ainsi de suite jusqu'à violet ici. Donc, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, ce qui se passe quand on met un seul gaz qui est connu à l'intérieur du tube à vide, ce qu'on obtient est un peu différent. Donc, par exemple, si on met l'hydrogène ici, qui est représenté, donc l'hydrogène, si on regarde, ça ne sera pas la couleur blanche du soleil, ça va être une couleur plutôt rosacée, peut-être lilas ici, là, qui est au centre. Et quand on passe cette lumière-là à l'intérieur d'un prisme, ce qu'on va obtenir, ça va être des raies qui sont distinctes. Donc, on n'aura pas le background coloré qui est ici, là, il est vraiment juste là à titre informatif. Ce qu'on va obtenir, ça va être une raie ici qui est dans le rouge. On va obtenir une raie ici qui est dans le vert. Une raie ici qui est plutôt dans le mauve, on va dire pâle, puis ici une qui est plus vers le violet. Donc, c'est vraiment les 4 seules raies lumineuses qu'on va obtenir quand on passe, quand on met notre décharge à l'intérieur du tube à vide. Si on fait l'expérience avec l'hélium, la couleur qu'on voit est plutôt orangée et on a à ce moment-là plusieurs raies qui apparaissent qui ne sont pas les mêmes que l'hydrogène. Et la même chose si on y va avec l'azote, vous voyez énormément de raies ici qui sont dans le visible et avec l'oxygène, même chose. Donc, chacun des gaz ici a sa propre signature en termes d'onde, de longueur d'onde émise quand on met ce gaz-là dans un tube. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte cette expérience-là? Vous allez voir à l'instant, on se dirige tranquillement vers notre qubit, hein, qui est notre quantum bit, donc le bit quantique en réalité. Là, tantôt, je vous parlais des 1 et des 0 en classique. Tranquillement, on est en train de voir comment on va être capable de fabriquer un qubit. Alors, pour fabriquer un qubit, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bien, dans le cas de ce que je viens de vous présenter, si on prend l'hydrogène, par exemple, ici, donc on est avec l'hydrogène dans notre tube, on le voit. On a un électron qui tourne évidemment autour du noyau, qui est un seul proton dans ce cas-ci. Bon, évidemment, ici, là, je vous ai mis la représentation héliocentrique de l'électron. On sait très bien que ce n'est pas la réalité, mais bon, pour le représenter pour les besoins de la cause aujourd'hui, ça va être suffisant. Et ce qui arrive quand on excite notre électron, donc quand on envoie la décharge électrique, l'électron peut décider de passer d'un niveau d'énergie à un autre niveau d'énergie. Donc, il y a plusieurs niveaux d'énergie sur lesquels l'électron peut exister d'hydrogène. Et ce qu'il faut voir, si vous regardez l'animation ici, c'est que l'électron ne va pas en réalité se promener de façon continue d'un niveau d'énergie à l'autre. En fait, ce n'est pas de cette façon-là que l'électron va sauter au niveau d'énergie suivant. Ça va plutôt être de la façon suivante. Il va disparaître d'un niveau d'énergie et tranquillement, il va apparaître à l'autre niveau d'énergie. Donc, ce n'est pas comme si on prenait une planète qui tourne autour du Soleil, peu importe laquelle, puis qu'on essayait de changer cette planète-là d'orbite
en l'amenant tranquillement vers une autre orbite parce qu'on lui donne plus d'énergie. Dans le cas d'un électron autour de son noyau, enfin autour du noyau de l'hydrogène ici, ce qui va arriver, c'est que tranquillement, la probabilité de trouver l'électron à un endroit va diminuer et la probabilité de trouver ce même électron-là dans un deuxième niveau d'énergie va augmenter jusqu'à atteindre 100 %. Donc, éventuellement, si l'électron retourne à son état d'origine, il va réémettre de la lumière. Et dans ce cas-ci, bon, par exemple, il a réémis la lumière rouge là, si on prend la raie la plus basse ici là, sur le spectre de l'hydrogène. Donc, attendez, j'ai une prochaine animation. Donc, si on a un électron qui passe de ce niveau d'énergie-ci jusqu'à ce niveau d'énergie-là, à ce moment-là, il va émettre un photon qui va être plus énergétique, qui serait dans le vert. Et même chose, si on passait du troisième niveau, enfin, ou du quatrième niveau d'énergie représenté ici vers le premier ici en bas. Donc, on aurait l'émission bleue ou en fait mauve là, qui est ici. Donc, un rayon qui serait encore plus énergétique, enfin un photon plus énergétique là, qui serait émis, comme on passe d'un niveau supérieur à un niveau qui est le même niveau là, fondamental qui est illustré ici. Bon, en réalité, ce que je vous présente, c'est celui-là ici, on va l'appeler le niveau 1 parce que le niveau 0 se trouve plus bas, mais je voulais vous l'illustrer pour les longueurs d'onde du visible. Donc, on en est avec les niveaux d'énergie ici à l'intérieur de l'atome. Et voici de quoi ça a l'air si on se le représente. Donc, si on parle d'un qubit, donc le plus petit bit en quantique, ça va être le qubit. Le qubit du bas, on va l'appeler 0, puis on va le noter de cette façon-là, donc on appelle un ket. Et le qubit qui est sur le premier niveau d'énergie, donc ça va être le niveau 0. Sur le niveau 1, bien évidemment, on va l'appeler 1. Donc, nos 1, nos 0 en quantique, on va les noter comme ça. Donc, c'est avec des kets. Donc, la barre verticale à gauche et le signe plus grand que ici, là, qui va être sur la droite. Maintenant, si on envoie, donc ça ici, c'est notre qubit, et dans le cas qui nous intéresse, on n'utilisera pas les autres niveaux. Ils existent quand même, mais on n'utilisera pas les autres niveaux d'énergie. On va juste utiliser le niveau 0 et le niveau 1. Si on envoie de la lumière, donc de la bonne longueur d'onde, sur notre électron, qui est actuellement au niveau 0, ce qui va se passer, c'est que, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, il va tranquillement disparaître du niveau 0 et il va apparaître au niveau 1. Si on regarde sur l'échelle du temps, comment on peut le représenter, donc tranquillement, on voit, tantôt je vous disais, la probabilité de trouver l'électron en bas, quand c'est rouge foncé, c'est de 100 %, et quand évidemment ça devient blanc, ça devient 0 %. Donc la probabilité de trouver notre électron au niveau 0 diminue à mesure que la probabilité de trouver notre électron sur le niveau 1 augmente ici tranquillement avec le temps. Donc, si on laisse ce système-là un peu plus longtemps, on va regarder qu'est-ce qui se passe. L'électron va retourner à son état fondamental en réémettant un photon de la même longueur. Et si on continue d'envoyer de la lumière sur notre système, bien, il va y avoir cette alternance-là, donc notre électron qui va passer du niveau 0 au niveau 1 en alternance tour à tour dans le temps. Maintenant, voici ce qui devient intéressant quand on parle de physique quantique. Parce que là, pour l'instant, si on regarde ça, on a juste avec des 0 puis des 1. Là, je vais vous amener dans un terrain un peu différent, c'est-à-dire qu'on va amener une première notion de physique quantique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer de la lumière sur notre électron qui est au niveau 0 et on va arrêter d'envoyer cette lumière-là juste au bon moment, par exemple, ici, où on est à 50 %, 50 %. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être à 50-50? Ça veut dire que notre électron, en réalité, on ne le sait pas, il est où. Est-ce qu'il est à 0? Est-ce qu'il est à 1? Généralement, dans le langage, ce qu'on va dire, c'est qu'il est aux deux endroits en même temps. Mais il faut comprendre ici, quand on dit qu'il est aux deux endroits en même temps, c'est qu'on ne peut pas l'observer aux deux endroits en même temps. C'est qu'en réalité, on a autant de chances de le mesurer à 0 que de le mesurer à 1. Mais au moment où on va le mesurer, il va nécessairement être à une place ou à l'autre place. Donc, c'est là où ça devient contre-intuitif. Et quand on parle souvent en quantique, on dit c'est la nature étrange de la matière qui est à l'étude. Mais là, on est vraiment dans la notion de nature étrange parce que ce n'est pas intuitif. Ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive dans le monde de tous les jours. Donc, à notre échelle, à nous, ce n'est pas quelque chose qu'on observe. En réalité, donc, on parle de superposition
d'états. Donc, il y a une superposition d'états entre 0 et 1. Donc, l'électron est peut-être à 0, peut-être à 1, avec 50 de chance, dans ce cas-ci, d'être mesuré à une place ou à l'autre place. Alors, la mesure, quand on parle de quantique, c'est fondamental. Au moment, enfin oui, là, je suis un peu trop vite. Donc, au moment où on va mesurer, je vous disais, on a 50 de chance d'obtenir notre électron à 0 et on a 50 de chance d'obtenir notre électron au niveau 1. Et c'est vraiment 50-50. Au moment où on mesure, on ne pourra pas trouver à moitié entre les deux. Alors là, ça, c'est deuxième chose étrange ici en quantique. Quand on mesure, on ne trouvera pas 0,5 ou 0,75. On va trouver 0 ou on va trouver 1. Donc, ça ne pourra pas être autre chose que 0 ou 1. Et ça, c'est fondamental. La mesure fait que le système s'effondre, le système quantique qui était superposé s'effondre. Et au moment de la mesure, donc l'effondrement fait en sorte qu'on n'obtiendra que 0 ou que 1 au final. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on remesure ce système-là? Donc, si, par exemple, on est en haut, ici, puis qu'on avait mesuré 0 une première fois, et là, on se dit, hey, je vais aller mesurer mon même qubit. Qu'est-ce qui se passe? Si j'ai mesuré 0 une fois, j'ai 100 de chance de remesurer 0 une deuxième fois. Si j'ai mesuré 1 la première fois, j'ai 100 de chance de mesurer 1 une deuxième fois. Donc, une fois que le système s'est effondré, soit vers 0, soit vers 1, à ce moment-là, ma mesure devient 100 du temps la même valeur à chaque fois que je vais mesurer, jusqu'à temps que mon système soit remis en superposition, par exemple. Mais si je mesure, mon système s'effondre et c'est ce qu'on va observer. Donc, si on regarde dans le temps, on partait ici avec 100 de chance de trouver 0 et 0 de chance de trouver 1. Tranquillement, 75 50 donc ça, c'est ce qu'on vient de voir, dans le fond, où on était à 50-50, 25 0 et à ce point-ci, on est sûr qu'on va trouver 1 à chaque fois, évidemment, parce que là, on est rendu à 100 Donc, l'évolution dans le temps du système, si on reprend notre exemple là, où on envoie de la lumière, ça aurait l'air de ça, mais il y a moyen d'arrêter le système à 50 ou il y a moyen d'arrêter le système à 75-25, par exemple. Donc, on peut arrêter notre système et dire on a 75 de chance de trouver 1, 25 de chance de trouver 0, et ça sera juste au moment de la mesure qu'on saura dans lequel état, finalement, on mesure notre qubit. Alors, la superposition, encore là, phénomène étrange. La propriété d'un objet quantique qui permet d'être dans plusieurs états en même temps, donc une probabilité de trouver dans un état ou dans un autre. La superposition peut également être dans différentes proportions, donc pas nécessairement 50-50, comme on vient de voir. La mesure d'un qubit en superposition d'états résulte de manière aléatoire en des états de 0 ou de 1. Et c'est aléatoire. Hein. Il n'y a pas moyen, quand c'est 50-50, comme c'est des chances de trouver un ou l'autre, il n'y a pas moyen de prédire ça va être lequel. C'est vraiment la nature aléatoire du quantique ici. La probabilité d'obtenir 0 ou 1 dépend de l'état du qubit avant la mesure. Donc, quand on parle de probabilité, comme je vous disais, on peut instaurer dans notre système différentes probabilités de mesure. Et une fois la mesure effectuée, le qubit est complètement dans un état ou dans l'autre, mais pas dans les deux à la fois. Donc, ça résume ce qu'on vient de voir ensemble. Est-ce qu'il y a des questions avant de me lancer dans la suite ici? Juste parce que c'est peut-être le bon moment là, de clarifier la superposition si c'est nécessaire. Je trouve ça très clair en passant. Oui, parfait. OK, bon, ben si c'est clair, on continue dans ce cas-là. Alors, allons-y avec le parallélisme. Donc, en calcul quantique, ça, c'est hyper, hyper intéressant. Ça, c'est vraiment… Une question. Oui. Je ne sais pas si c'est pertinent présentement, là, mais pour exciter, justement, on parle-tu d'une quantité de temps où tu émettrais de la lumière pour exciter ton atome? Qu'est-ce qui détermine si tu passes de 0 à 100 ou de 0 à 50? La quantité de photons? Oui, dans ce cas-ci, ça va être la quantité de lumière qui est envoyée, effectivement, qui va être l'élément central. Puis, dans le fond, je pourrais parler peut-être de d'autres architectures, mais si on y va avec cette architecture-là, ça serait la quantité de lumière qui va déterminer. Donc, le moment où on arrête l'émission de la lumière sur notre qubit, c'est ça qui va déterminer le pourcentage de probabilité de trouver un ou de trouver l'autre. Ouais. Puis au début, vous avez parlé qu'on avait le niveau le plus bas qui était équivalent à notre quête 0. Le niveau juste au-dessus qui était quête 1.
Et Oui. on a dit qu'on ne s'occupait pas des autres en haut. C'est-tu parce qu'on va jamais exciter plus que. On est au niveau 1, on veut juste exciter jusqu'au niveau. Excuse-moi, on est au niveau 0, on veut juste exciter jusqu'au niveau 1, puis là, on arrête. On Oui. dépasse. OK, c'est ça? Mais en fait, c'est vraiment une excellente question, puis je vais répondre en 15 secondes juste pour ne pas prendre trop de temps là-dessus. Mais En fait, réponds-moi que- pas si c'est pas pertinent pour que Ah les oui, non, mais ça vaut la discussions- peine parce que c'est vraiment fondamentalement intéressant. Euh, Nous, on va s'intéresser juste au niveau 0 puis au niveau 1. Donc, ça, c'est là-dessus qu'on va s'intéresser. Puis, je vous dirais, à l'Institut quantique, là, dans l'espace IBMQ, on s'intéresse à 0 et 1. Par contre, il y a des instituts de recherche dans le monde qui s'intéressent à d'autres niveaux. Donc, ça ne devient plus des qubits, ils appellent ça des qudits, c'est-à-dire des quantum. Mon Dieu, ça c'est quoi? En fait, essentiellement, ça veut juste dire, je ne me rappelle pas de l'acronyme, là, mais essentiellement, ça veut dire qu'eux vont faire des analyses, vont monter des algorithmes quantiques en utilisant plusieurs niveaux d'énergie. Et là, je vous dis, la complexité augmente exponentiellement. Donc, on n'ira pas là aujourd'hui. Mais oui, on pourrait penser à faire de la recherche de ce côté-là et ça existe là, comme recherche. Merci. Je vois qu'il y a un étudiant qui a une question. Je vais lui laisser le temps. Oui. Je ne sais pas s'il n'y a peut-être pas de micro. Fait que la question dans le chat, c'est comment est-ce qu'un atome est remis en superposition? Oui, en renvoyant de la lumière sur notre atome. Donc, simplement, ça va être la façon. Puis, je vous dirais, donc ça, c'est la réponse au niveau physique. Ultimement, quand on va arriver dans la partie programmation, je vous dirais, on va plus se soucier du comment c'est fait. C'est-à-dire que là, on parle vraiment de l'architecture, puis c'est fondamental, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mais à un moment donné, c'est un peu comme le disque compact. Est-ce qu'il y avait des petits trous et des bosses? En réalité, à un moment donné, c'est plus ça qui est intéressant, c'est la musique qui va en ressortir. Donc, avec l'ordinateur, à un moment donné, oui, c'est important de comprendre les phénomènes, mais le comment ça se passe physiquement, à un certain moment donné, on n'a pas besoin d'aller là. Par contre, c'est ça, on est là-dedans aujourd'hui, fait que la question est totalement légitime. Pour remettre en superposition, effectivement, on réémet de la lumière à la bonne quantité et on va être capable de retourner en superposition à ce moment-là. C'est bon. Donc, je vais continuer avec, donc je vous disais, le parallélisme ici, c'est là où on va commencer à voir les avantages quantiques. Alors, imaginez qu'on a un seul bit. Alors, on y va vraiment de base. Là. On est en classique, on prend un seul bit qui est à 0 ou qui va être à 1 éventuellement. Là, ça pourrait être un ou ça pourrait être l'autre. Et on a une certaine fonction. Alors, si pour une fonction donnée, on analyse notre fonction pour la valeur 0, peut-être qu'on obtient la valeur qui est ici sur notre graphique, là, peu importe c'est quoi notre échelle qui est là, on a une certaine fonction, on a un certain graphique et on obtient cette valeur-là. Par contre, si on obtient, si on analyse notre fonction pour la valeur 1, peut-être qu'on obtient la valeur qui est ici. Et souvent, quand on est en analyse comme ça, surtout quand on est dans des problèmes d'optimisation, ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver la valeur la plus basse, donc la valeur de plus basse énergie, par exemple. Donc, dans un système, on veut savoir c'est quoi la valeur la plus basse ou la valeur la plus haute. Donc, c'est l'analyse qu'il va falloir faire. Quand on regarde en classique, ce qu'il faut faire, c'est analyser pour 0, analyser pour 1. Donc, en réalité, on a fait 2 fois le travail et à la fin, notre algorithme va dire la valeur ici est plus basse. Donc, notre réponse qu'on cherche, c'est la valeur pour quand notre x était initialement à la valeur de 1. OK. Quand on va du côté quantique, je vous disais, on peut aller en superposition, donc c'est ce qu'on vient de voir. Donc, imaginons qu'on met notre qubit en superposition entre 50-50, entre valeur de 0 et valeur de 1. Quand on va lancer notre algorithme sur ce qubit-là, ce qui va se passer, c'est que la fonction va être évaluée sur les deux en même temps. On pourrait le représenter de cette façon-ci. Dans le fond, c'est qu'en parallèle, c'est pour ça qu'on parle de parallélisme ici, donc en parallèle, notre ordinateur va analyser la réponse sur 0 et va analyser la réponse sur 1. Et il va être capable de nous retourner, dans le fond, laquelle des deux a la valeur la plus basse. Bon, on a fait un seul calcul ici par rapport à 2 calculs. Donc, on a un petit avantage. Évidemment, ce n'est pas énorme comme avantage. Mais imaginez qu'on prend 3 bits ou 3 qubits. Alors là, déjà, on va voir que c'est un peu différent. Alors, on a 3 bits ici. Donc, les 8 représentations différentes sont ici. Donc, 0, 0, 0, on va dire que ça ici, c'est le chiffre 0. 0, 0, 1, on va dire que c'est le chiffre 1. 0, 1, 0, c'est le chiffre 2. Bon, et ainsi de suite jusqu'à 7 ici, donc de 0 à 7. On a les mêmes valeurs de 0 à 7 qui sont ici. Dans le cas de 3 bits, il va falloir analyser 8 fois, comme on est capable d'avoir 8 chiffres différents. Donc, il faut analyser 8 fois notre fonction et on trouverait, selon le graphique qui est là, la valeur de
de 3 là, qui serait, pour un x équivalent à 3, ça serait la valeur de la fonction minimale sur le graphique qui est ici. Je vous disais, dans un ordinateur quantique, on va analyser en parallèle sur les 3 qubits. Donc, en parallèle, les calculs vont se faire et il va y avoir une seule mesure. En tantôt, je vous disais, une fois qu'on mesure, le système s'effondre et on ne pourra pas retrouver dans quel état il était initialement. Donc, comme il s'est effondré, on n'est pas capable de retourner à l'origine. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir utiliser des stratégies d'interférence. Tantôt, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que l'interférence était importante. Donc, on va avoir des stratégies d'interférence, un peu comme si vous avez fait votre cours, si vous êtes en train de faire votre cours d'ondes et optiques, vous avez vu l'interférence des ondes, par exemple. Donc, l'interférence au niveau quantique, ça va être la même logique. On va faire en sorte que les différents calculs vont interférer entre eux et il n'y a que la meilleure probabilité de réponse qui va ressortir. Ou peut-être que des fois, ça va être 2 meilleures probabilités de réponse, mais ça va être une probabilité d'obtenir la bonne réponse qu'on va obtenir. Donc, au lieu de faire le calcul 8 fois, on est capable de faire le calcul une seule fois et d'obtenir la probabilité d'obtenir la bonne réponse. Évidemment, si on relance le calcul plusieurs fois, on va raffiner notre intervalle de confiance dans cette probabilité-là. Donc, ça, c'est juste avec 3 qubits. On passe de 8 à 1 calcul. Imaginez quand on utilise des centaines, des millions, des milliards de bits. Bien évidemment, vous comprendrez que le quantique offre une perspective hyper avantageuse en termes de temps de calcul. Donc, pour vous donner une idée, si on utilisait 300 bits classiques ou 300 qubits, alors voici de quoi ça aurait l'air. Il faut, pour savoir le chiffre qu'on est capable d'illustrer avec 300, faire 2 à la 300. Donc, si vous faites 2 à la 300, vous allez obtenir le chiffre qui est ici, que je ne suis pas capable de nommer tellement il est gros. En fait, pourquoi est-ce qu'on utiliserait 300? Mais là, je vais vous parler de qubits. Pourquoi on utiliserait 300 qubits? Bien, pour vous donner l'exemple, 300 qubits, c'est ce que ça prendrait comme nombre de qubits pour calculer l'énergie minimale de la molécule de pénicilline. Bon, la pénicilline a à peu près 42 atomes, si je me rappelle bien, donc une quarantaine d'atomes. Donc, si on veut modéliser le ground state energy, là, donc l'énergie de base de la molécule de pénicilline, ça prend à peu près 300 qubits. C'est ça qui est évalué. Alors, 300 qubits, qu'est-ce que ça représente? Bien, ça représente ce chiffre-là. Et ce chiffre-là, c'est plus gros que le nombre d'atomes dans l'univers visible. Donc, si chaque atome que vous connaissez sur Terre et partout dans l'univers était un transistor d'un ordinateur, bien, on n'aurait pas assez d'atomes pour être capable de fabriquer l'ordinateur qui a la puissance nécessaire pour calculer l'énergie de base de la pénicilline. Alors qu'en ordinateur quantique, seulement que 300 qubits permettront, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, on n'a pas 300 qubits, mais 300 qubits permettront de calculer l'énergie de base de la pénicilline. Donc, ça vous donne la capacité de calcul des ordinateurs quantiques. Et là, on a évidemment l'illustration suivante. Évidemment, ça illustre bien que ça dépasse l'entendement aujourd'hui. C'est hyper difficile à imaginer. Je vous disais, ça va venir. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas encore là. Aujourd'hui, on a, chez IBM, c'est 65 qubits qu'eux ont. Donc, on a accès à 65 qubits. Du côté de Honeywell, par exemple, eux ont un ordinateur de autour de 100 qubits. Je n'ai pas encore eu accès, fait que je n'ai pas fait de test de ce côté-là. Google est autour de 70, si je me rappelle bien. Puis bon, en fait, il y a différentes compagnies, là, mais vous voyez l'ordre de grandeur, là, donc de 65 à 100 à peu près aujourd'hui. Et c'est des qubits qui sont imparfaits. Je vous le disais tantôt, beaucoup de bruit dans les résultats. Donc, on n'est pas encore aux 300 qubits parfaits, mais le jour où on a 300 qubits parfaits, bien, ça donne la capacité de calcul que les ordinateurs quantiques vont pouvoir amener. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on ajoute un qubit, on double la capacité de calcul. Donc, à 301, on double cette capacité-là. À 302, on redouble encore et ainsi de suite. Donc, c'est là où c'est exponentiel, en fait, les capacités des ordinateurs. Et tout ça grâce au parallélisme pendant les calculs quantiques. Alors, en résumé, pour le parallélisme, permet d'explorer plusieurs possibilités, donc en 2 à la n en même temps grâce à la superposition. Le résultat est une superposition de tous les résultats possibles. Donc, je vous disais, ça analyse tout en même temps, mais le résultat, c'est quand même la superposition des résultats. Ça prend des astuces qu'on va appeler interférences pour être capable de ressortir le résultat le plus probable de tout ça.
Et voilà, on en reparle. Donc, dans ces astuces-là, il y a le phénomène d'interférence qui permet de l'interférence qui permet d'obtenir ces calculs-là. Pour le parallélisme, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? En fait, là, pour l'instant, c'est toujours pas comment tu prépares tes qubits pour arriver à faire une mesure quelconque. Fait que c'est encore un peu dans le flou, mais on a l'air d'avoir où tu t'en vas avec ça. Là. C'est bon, c'est excellent, excellent. Bon, parfait. Je prépare le terrain. Je vous dis tout de suite, là, on va y arriver. Puis ceci dit, on va y arriver, mais principalement dans le deuxième atelier, c'est-à-dire qu'on va, dans l'ordinateur quantique, être capable de les préparer, les qubits. Ça va être extrêmement facile avec les portes logiques quantiques. La préparation va se faire, on va être capable de contrôler cette préparation-là. Puis, comme je vous disais, on n'aura pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans l'ordinateur quantique, par exemple chez IBM, comme ce sera celui qu'on utilisera dans le IBM Q Experience. Qu'est-ce qui se passe physiquement pour la préparation, mais on sera capable de préparer ces états-là. Je vous disais, il y a un troisième phénomène qui va être hyper important dans le calcul quantique, c'est l'intrication. Un phénomène qui n'a pas d'équivalent dans le monde qu'on connaît, donc encore là, je vais l'appeler étrange. On vient de voir la superposition. Donc, la superposition, ça veut dire qu'on est capable d'avoir un qubit qu'on met en superposition et on pourrait même mettre un deuxième qubit en superposition à côté du premier. L'intrication, ce qui est intéressant, c'est que si on part de ce système-là et qu'on décide de l'intriquer, je m'excuse, on va parler de mesure avant. Donc, si on passe de ce système-là, ici, si on mesure nos deux qubits, en fait, il y a 4 possibilités, vous vous en doutez. Soit on va obtenir 0, 0, soit on va obtenir 0, 1. Imaginons qu'on est à 50-50 en partant ici. Là. Soit on obtiendra 1, 0 ou 1, 1. Donc, c'est les 4 possibilités. Puis, si on était à 50-50 en partant, évidemment, on aura 25 de chance d'obtenir 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 0, 0 ou 1, 1. Maintenant, l'intrication, qu'est-ce que c'est? On va prendre notre même état initial avec 2 qubits et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, je vais dire les attacher, mais en fait, les faire interagir ensemble, ce qui fait en sorte que si on obtient 0 sur un qubit, l'autre qubit va assurément nous donner 0. Et si on mesure 1 sur le premier qubit, le deuxième qubit va instantanément devenir 1 également. Donc, ici, nos 2 qubits étaient indépendants parce qu'on ne les avait pas intriqués. Donc, on pouvait obtenir ces 4 possibilités-là. Mais une fois intriqués ensemble, les 2 qubits vont plus donner que 2 possibilités dans ce cas-ci. Soit on aura 0, 0, soit on aura 1, 1. Encore là, avec 50 de chance d'obtenir 1 ou 50 de chance d'obtenir l'autre. Et ça, l'intrication, ça ne dépend pas de la distance entre les 2 qubits. On pourrait les intriquer, prendre un qubit, le garder sur Terre, on pourrait amener l'autre à l'autre bout de l'univers et instantanément, si on en mesure un, l'autre devient avec la même valeur. Et ça, Einstein détestait ça parce que, vous savez, avec la relativité générale, Einstein dit qu'il n'y a rien qui peut voyager plus vite que la lumière. Et d'ailleurs, il a appelé l'intrication « spooky action at a distance ». Donc, on pourrait traduire ça par action bizarre ou bizarroïde à une certaine distance. Dans le fond, pourquoi est-ce que Einstein a appelé ça? C'est que c'est comme si on était capable de faire voyager l'information plus vite que la lumière. Par contre, Einstein peut dormir en paix, la relativité existe et reste valide comme théorie, en ce sens qu'on n'est pas capable d'échanger de l'information plus vite que la lumière. Et en ce sens-là, même si la valeur instantanément sur l'autre qubit devient soit 0 ou soit 1 dans ce cas-ci, comme on n'est pas capable d'échanger de l'information plus vite que la vitesse de la lumière, la relativité reste valide comme théorie. Maintenant, voici ce que fait, j'aurais dû aller plus vite là, dans mon explication. Donc, c'est l'illustration de ce que je viens de vous dire. On prend nos 2 qubits qui sont intriqués, soit 0, 0 ou 1, 1. On les met à 2 bouts de l'univers. Si on a 0 sur 1, on va assurément obtenir 0 sur l'autre, qu'on l'ait mesuré ou pas. Mais au moment où on va le mesurer, c'est sûr qu'on obtiendra 0 si le premier était dans l'état 0. Et si on obtient 1 pour le premier, même si on ne l'a pas mesuré, assurément, notre qubit qui était intriqué deviendra dans l'état 1. Et au moment de la mesure, on obtiendra la même valeur que ce qu'on avait obtenu dans le premier cas.
On a un étudiant qui te demande comment tu fais pour les intriquer. Il a dit intriguer, mais je pense que ça veut dire intriquer tes atos. Intriqué, oui. Puis d'ailleurs, on peut utiliser le terme enchevêtrement. Donc, en français, il y a intrication ou enchevêtrement, c'est la même chose. En anglais, ça va être entanglement. Comment on fait? En fait, c'est vraiment de mettre les qubits ensemble et il y a, comment vous dire, dans le fond, en utilisant, encore une fois, les bonnes quantités de lumière, parce que les qubits, dans le cas qu'on regarde, c'est vraiment avec la lumière qu'on va les contrôler, en envoyant la lumière d'une certaine façon, avec les bons pulses, au bon moment, pendant la bonne durée de temps, dans les cavités à l'intérieur desquelles se trouvent nos qubits, l'intrication va se créer entre les qubits. Et je n'irai pas plus en détail dans l'explication. C'est vraiment le mieux que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui, au sens où ça devient hyper complexe. Puis je vous dirais souvent, les explications, quand on arrive dans ces phénomènes complexes-là de quantique, c'est des explications qui sont mathématiques pour les comprendre. C'est-à-dire que physiquement, on envoie de la lumière. Maintenant, quelle quantité de lumière, pendant combien de temps, combien de photons? Bien, dans le fond, tout ça va être trouvé d'une façon mathématique et c'est de cette façon-là qu'on va être capable de contrôler nos qubits. Puis encore une fois, les qubits, comme ils n'existent pas à l'échelle macroscopique qu'on connaît, bien, il n'y a pas d'équivalent de vous dire, bien, voici comment on va être capable de les intriquer, puis ça aurait l'air de quoi. Donc, il faut vraiment l'imaginer dans l'infiniment petit. Puis encore une fois, pour ce que l'électron est, l'électron, ce n'est pas une masse, c'est une masse et c'est une onde en même temps. Donc, les électrons entre eux pourront interagir, mais vraiment comme des ondes et des particules en même temps. Donc, c'est vraiment au niveau des aspects quantiques de la matière que ça va se passer. Je suis sûr que mes collègues de maths vont dire que les mathématiques contrôlent l'univers avec ça, puis on est fait, on ne pourra plus arrêter de parler maintenant. Ah ben non, c'est clair, c'est clair. Puis d'ailleurs, vous allez voir, à la fin du deuxième atelier, je vais vous envoyer un complément mathématique, c'est-à-dire qu'on n'abordera pas les maths en détail. Un tout petit peu dans le prochain, il va y avoir un peu de maths, mais il n'y en aura pas en détail. Si vous voulez creuser, en fait, c'est de l'algèbre linéaire et je vous dirais que c'est de l'algèbre linéaire assez facile. Ça ne prend pas des notions très complexes en algèbre linéaire pour être capable d'expliquer ces phénomènes-là. Et je vous dirais rapidement, on a besoin des mathématiques pour être capable d'expliquer les phénomènes. Ceci dit, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, vous revoyez la diapo du début ici. On a vu la nature quantique de la matière, on en a parlé. La logique quantique, on va l'utiliser plus au prochain atelier pendant la programmation. Oui, ce ne sera pas long, je reviens. On a vu aujourd'hui la superposition, l'interférence, l'intrication et vous avez en main les outils nécessaires pour qu'au prochain atelier, on soit capable d'aller du côté de la logique quantique, c'est-à-dire qu'on ne va plus s'enfarger dans le « OK, mais comment c'est fait? Qu'est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est un atome? Est-ce que c'est la lumière en tant que telle qui est utilisée comme qubit? » On va réellement utiliser l'ordinateur quantique pour ce qu'il est, c'est-à-dire c'est un ordinateur qui est basé sur la logique quantique et on va préparer l'état des différents qubits avec les portes logiques qui sont disponibles à l'intérieur, dans le fond, de l'ordinateur quantique. Donc, on va changer de niveau. Je vous parlais de niveau tantôt, de qu'est-ce que c'est physiquement, après ça, les 1 et les 0, ou dans notre cas ici, la superposition de 1 et de 0. Nous, on va, au prochain atelier, aller du côté de la programmation et c'est là qu'on veut s'en aller. On ne veut pas rester du côté du hardware, là, vraiment de comment c'est fait. Donc, ça, c'est où est-ce qu'on s'en va. Comme je vous disais, aujourd'hui, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment les trois notions qui sont ici. Prochain atelier, on va vraiment aller du côté de la logique dans tout ça et tranquillement, on ira du côté des calculs. Mais là, je pense qu'il y avait une question. On va y aller de ce côté-là. Oui, mais c'est juste une petite question. Tantôt, quand tu parlais des intrications, tu disais qu'il y a des gens qui appelaient aussi les enchevêtrements. Ouais. Je voulais savoir, enchevêtrement, c'est un objet mathématique, les enchevêtrements. Je me demandais si ça faisait référence à la même chose ou non. Et c'est une bonne question. Là, c'est vraiment enchevêtrement appliqué au quantique. J'avoue que je ne pourrais pas dire le côté mathématique, je ne connais pas l'enchevêtrement du côté mathématique. Après ça, je suis capable de l'expliquer du côté quantique, c'est-à-dire que, encore là, avec les portes quantiques qu'on va utiliser, on peut les représenter par des matrices, puis en multipliant ces matrices-là par nos états, on sera capable d'expliquer, dans le fond, ce qu'on va retrouver comme résultat quand on va décider d'enchevêtrer deux
deux qubits ensemble. Mais je n'irai pas plus loin du côté mathématique. Là. Je ne veux pas me mettre les pieds dans les plats. Là. OK, merci. C'est bon. OK, donc maintenant, tantôt, je vous disais, il y a plusieurs façons de fabriquer des ordinateurs ou de fabriquer ce qui deviendra les 0 et les 1. C'est la même chose avec les ordinateurs quantiques. Il y a plusieurs façons de les fabriquer. Depuis tantôt, je vous parle d'atomes avec des électrons. Et c'est ce qui va être utilisé, par exemple, dans les qubits supraconducteurs ici. Qubits supraconducteurs qui vont, ça le dit, hein, ça utilise des supraconducteurs. Donc, c'est à la base de l'architecture des ordinateurs de IBM, de Google, de Rigetti aussi. Qubits supraconducteurs, donc, ils fonctionnent autour de 4 millikelvin. Et ça va être vraiment nos électrons qui sont dans nos paires d'électrons dans le supraconducteur qui vont faire les 0 et les 1 et les superpositions de 0 et de 1. D'ailleurs, petit clin d'œil en passant, les qubits supraconducteurs à la base des ordis d'IBM et de Google, des ordis quantiques évidemment, ont été co-inventés par le directeur scientifique de l'Institut quantique ici à Sherbrooke, donc Alexandre Blais, il y a une quinzaine d'années, et co-inventeur donc, du premier papier scientifique qui a été publié avec un chercheur de chez IBM, justement. Maintenant, à l'Institut quantique, par exemple, il y a beaucoup de qubits de spin qui sont aussi étudiés. Qubits de spin, les qubits, donc, qui utilisent les mêmes concepts que ce qu'on a vu aujourd'hui, mais tantôt, je vous parlais par rapport aux électrons eux-mêmes puis à leur position autour de l'atome. Les qubits de spin vont plutôt utiliser le spin de l'électron. En chimie, vous avez peut-être vu, on parle souvent de spin vers le haut, de spin vers le bas. Donc, c'est le spin de l'électron, donc propriété magnétique de l'électron qui est dans le spin, qui vont être utilisés comme qubits. Quand on parle d'ions piégés, ça va plutôt être des ions, si je ne me trompe pas, là, du côté du rubidium ou du strontium, là, de ce genre d'atomes-là, ionisés, qui vont être trappés dans un champ magnétique, et c'est les ions piégés qui vont être utilisés comme qubits. On pourrait utiliser aussi des photons. Donc, on peut utiliser un qubit photonique, ça serait les photons de la lumière. Encore là, vous avez peut-être vu la polarisation de la lumière. Donc, dans le fond, si on envoie un photon à travers un filtre polarisant, on va obtenir une polarisation verticale ou horizontale, par exemple. Bien, si on envoie un électron à travers un cristal de calcite, si vous prenez un laser, d'ailleurs, c'est assez facile à faire là, comme expérience, vous prenez un laser, vous l'envoyez à travers un cristal de calcite, il va y avoir deux rayons qui vont sortir. Et quand un photon sort du cristal de calcite, en fait, il est dans une superposition d'états entre horizontale et verticale. Et tant qu'il ne sera pas mesuré, c'est-à-dire, par exemple, si vous l'envoyez sur un mur, tant qu'il n'aura pas frappé le mur, il sera une superposition. Mais au moment où le photon en question frappe le mur, il va devenir soit dans un des deux rayons, soit dans l'autre rayon, et il n'y aura plus aucune chance d'être retrouvé dans l'autre. Donc, tantôt, je vous disais, quand on mesure l'état d'un qubit, après ça, on va toujours le remesurer au même endroit. Donc, si on mesure notre photon à un endroit, à ce moment-là, il y a 0% de chance de se retrouver à l'autre endroit. Donc, ça serait des qubits qui seraient basés sur des photons et sur la polarisation, en fait, de la lumière, donc la polarisation des photons dans ce cas-ci. Pourquoi je vous présente J'ai une ça? question. Oui. Comment est-ce qu'on mesure l'état d'un qubit? Parce que vous n'arrêtez pas de parler de mesure, mais je ne comprends vraiment pas. Oui, ça, c'est une bonne question. Dans le fond, c'est au moment où on décide de mesurer, savoir c'est dans quel état. Encore là, si on parle de qubits supraconducteurs, de qubits supraconducteurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une impulsion qui va faire en sorte que le système va s'effondrer et ce qui va être émis comme lumière, on va être capable de le mesurer et à ce moment-là, on va savoir notre état est maintenant celui-là. Peut-être que c'est plus facile dans le cas encore une fois, de photons. Je ne sais pas si tu as vu justement la polarisation de la lumière, mais la polarisation de la lumière, dans le fond, si on envoie un photon à l'intérieur à travers un filtre polarisant, si on sait que le filtre est vertical, par exemple, on sait qu'on va avoir 100% de chance de mesurer ce photon-là de manière verticale par la suite. Mais mesurer, c'est être capable de le détecter. Donc, dans le cas d'un photon, c'est simplement détecter le photon, c'est ça le mesurer. Dans le cas d'un qubit supraconducteur, ça va vraiment être, encore une fois, en mesurant ce qui est émis comme lumière à partir du qubit. Cette impulsion-là qui est mesurée va être évidemment traduite
l'impulsion va être traduite par l'appareillage électronique qui est autour, puis ultimement, il va y avoir un signal qui va être envoyé là, aux utilisateurs. Là, vous avez vu le gros frigo au départ, mais dans le fond, c'est beaucoup de l'appareillage qui mesure, soit qui contrôle, ou ensuite de ça, qui mesure les états des qubits, encore là, par la lumière. Donc, c'est vraiment, les qubits du superconducteur, c'est vraiment autant le contrôle que la mesure. C'est par la lumière, par des photons que ça va se faire. Même chose avec les ions piégés. Ions piégés, je ne vous l'ai pas dit, ça, c'est la technologie de Honeywell, par exemple. Puis, en photonique, il y a une compagnie ontarienne qui s'appelle Xanadu, entre autres, là, qui utilise la photonique. Puis des qubits de spin, il y en a en Europe, par exemple, un peu l'équivalent du IBM Q Experience. Il y a un ordinateur qui utilise des qubits de spin. Donc, il y a des différents ordinateurs là, qui utilisent des différentes architectures. Et puis, on ne sait pas, peut-être qu'il y en a une de ces architectures-là un jour qui va gagner par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il produira des meilleurs ordinateurs, des meilleurs qubits plus fiables, plus nombreux. Mais aujourd'hui, la course est encore ouverte. C'est pour ça qu'il y a plusieurs possibilités. Une comparaison peut-être un peu boiteuse, mais c'est le VHS puis le bêta là, dans les années 80. On ne savait pas si les cassettes vidéo allaient être VHS ou bêta. Finalement, c'est VHS qui a gagné. Mais là, c'est un peu l'équivalent. On ne sait pas laquelle de ces architectures-là va gagner au final. Mais éventuellement, il y a quand même pas mal de chances qu'une des architectures soit plus efficace qu'une autre. Aujourd'hui, les qubits supraconducteurs sont peut-être les plus développés, mais ils ont beaucoup de désavantages. Encore là, la température, c'en est un définitivement. Donc, les autres ne sont pas éliminés pour autant, là, je vous dirais, dans la course actuelle. M. Lefebvre? Oui. Les autres technologies n'utilisent pas la notion de réfrigérateur dans pour les températures, je sais que le qubit de spin va être très froid aussi, mais lui va plutôt être de l'ordre du Kelvin, peut-être 1-2 Kelvin, ce qui est quand même essentiellement presque 500 fois ou 1000 fois plus chaud que le qubit supraconducteur. Donc, même si c'est très froid, ça reste que c'est quand même pas mal plus chaud que ce que c'était. J'avoue que je ne connais pas ion piégé puis photonique, c'est quoi les températures, mais c'est certain que je vous dirais un peu, si on fait la comparaison avec les supraconducteurs, c'est certain qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait pour utiliser des qubits qui seraient stables le plus chaud possible. Mais en même temps, il y a tout le temps, pour l'instant, dans l'état de la technologie, il y a toujours le compromis entre oui, on pourrait en avoir un stable, mais après ça, il faut être capable de le contrôler, il faut être capable de le mesurer. On en revient à la notion de mesure. Puis on veut qu'il dure longtemps, notre qubit. Tantôt, je vous disais, actuellement, là, dans un ordinateur qui est basé sur les qubits supraconducteurs, c'est à peu près 100 millisecondes la durée de vie avant que le système s'effondre. C'est-à-dire que si on prend une mesure après 100 millisecondes, dans le fond, il s'est déjà effondré, il a déjà été mesuré, le résultat ne veut plus rien dire. Donc, actuellement, je veux dire, c'est là où il faut travailler énormément, mais ça fait partie des défis, ça, du côté hardware, là, du côté vraiment du cœur des ordinateurs, là, de développer les meilleurs qubits, sans erreur et idéalement les plus chauds possibles. Maintenant, ça m'amène à vous dire, dans le fond, les ordinateurs quantiques, les chances que vous en ayez un sur votre table de travail dans les prochaines années sont très, très faibles. Puis nous, on n'en a même pas à Sherbrooke. Hein. C'est ceux de IBM qu'on utilise là, dans l'espace IBM-Q sont dans l'État de New York, à Yorktown, et on y accède par le web, comme ce qu'on va faire là, dans le deuxième atelier, là, dans le fond, là, dans 2-3 semaines. Même chose si on voulait utiliser un ordinateur de qubits de spin là, avec le système européen, comme je vous disais, il y a moyen d'y accéder aussi là, gratuitement, là, comme à IBM Q Experience, mais encore là par le cloud. On verra que, en fait, les ordinateurs quantiques ne risquent pas de remplacer les ordinateurs classiques, c'est-à-dire que c'est vraiment certains types d'algorithmes qui vont être améliorés. Donc, les chances qu'il n'y ait plus d'ordinateurs classiques dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 50 ans sont quand même assez faibles, je vous dirais. Les ordinateurs quantiques vont vraiment venir appuyer certains types de calculs. Entre autres, je vous disais, les calculs de très grosses bases de données, les calculs qui demandent énormément de puissance de calcul. Vous savez, par exemple, un ordinateur comme on l'appelle Mammouth à l'Université de Sherbrooke. Mammouth, c'est un super ordinateur. Le pavillon dans lequel Mammouth se trouve, il n'y a pas besoin d'être chauffé en hiver parce que ça dégage tellement de chaleur que, dans le fond, ça chauffe le building au complet. Dans le fond, les ordinateurs quantiques vont être beaucoup plus petits, vont être beaucoup moins énergivores. Ça va être autre chose que ce que c'est l'ordinateur classique aujourd'hui. Donc, ça ne le remplacera pas, ça va être autre chose, ça va venir le compléter. Mais c'est ce qui est entrevu, en tout cas aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, comme je vous dis, où les ordinateurs ne sont pas encore parfaits.
Donc, si je résume, on est passé de l'ordinateur classique tantôt avec notre partie physique, les 1, les 0, les portes logiques et notre code, en fait, notre interface de codage. L'équivalent en quantique, ça va être notre architecture. Donc, ici, supraconducteur, par exemple, ou spin. La superposition avec, bon, là, vous avez pour la première fois la notation, comment on va l'écrire, la probabilité de trouver 0 ou de trouver 1. On va avoir des portes quantiques. Donc, prochain atelier, c'est vraiment à ce niveau-ci que ça se passe. Et avec ici un code, comme vous voyez. Donc, ça, c'est le code qu'on va faire. Donc, les portes sont représentées par les différents carrés de couleurs ou cercles de couleurs ici. Et c'est ça qu'on va utiliser la prochaine fois. Donc, on va laisser de côté la partie explication physique. On va se concentrer sur la partie, dans le fond, maintenant, comment on le contrôle, nous, d'un point de vue utilisateur, puis qu'on veut, quand on veut lancer du code. Donc, c'est l'équivalent classique versus quantique. Maintenant, pourquoi s'intéresser au quantique maintenant? Vous voyez des très grosses compagnies. Je vous ai parlé déjà de IBM, Google. Microsoft aussi est dans la course du côté des ordinateurs quantiques. C'est un secteur en pleine expansion, beaucoup de défis technologiques en sciences fondamentales, mais aussi en développement d'algorithmes, donc du côté software, éventuellement de développer des logiciels qui vont être utilisés et utilisables, donc de plus en plus. Donc, c'est là où on s'en va. Et dans le fond, c'est pourquoi je vous le présente aujourd'hui, c'est entre autres, si ça vous intéresse, vous pourriez avoir des projets de fin d'études qui pourraient être en programmation quantique. On verra pas la semaine prochaine, mais dans 3 semaines, comment lancer des premiers codes. Puis, dans le document que je vous enverrai par la suite, il y a des idées de projets de qu'est-ce que ça pourrait être, là, des idées, des projets en programmation quantique. Les gens qui se lancent en quantique aujourd'hui, donc on a plusieurs étudiants qui sont gradués évidemment chaque année de l'Institut quantique. Plusieurs lancent leur propre entreprise. Donc, il y en a qui vont en grande entreprise. Il y en a qui poursuivent en carrière de recherche, en carrière universitaire. Mais il y en a d'autres qui décident de lancer leurs entreprises. SB Quantum, eux, c'est du point de vue, c'est un détecteur qui est basé sur des technologies quantiques qui détectent des champs magnétiques qui utilisent les diamants. Radar quantique du côté de Cubic et Nord Quantique, eux, sont vraiment en informatique quantique, donc vraiment plus qu'on a vu aujourd'hui comme recherche. Et c'est des entreprises là, qui sont en démarrage aujourd'hui, donc qui sont fonctionnelles depuis quelques années là, pour les 3 qui sont présentés. Et puis, éventuellement, si ça vous intéresse de pousser plus loin le quantique, plusieurs possibilités. Du côté de l'Université de Sherbrooke, évidemment, il y a d'autres universités aussi, là, évidemment, où il y a des très beaux programmes. Ce que je connais, c'est ce qui se passe ici à Sherbrooke. Il y a du quantique du côté du département de physique, évidemment beaucoup, mais aussi en chimie, en génie, en informatique, en mathématiques. Donc, ces autres départements-là ont des aspects, des fois, justement, où il va y avoir, ils vont creuser du côté du quantique. Puis, il y a des profs qui sont intéressés au quantique, en fait, qui utilisent le quantique dans tous ces départements-là, dans leur recherche. Donc, dans 3 semaines, quand on se revoit, ce qui va être super important pour suivre, ça va être que vous soyez créé un compte IBMQ Experience parce qu'on va vraiment l'utiliser. On va l'utiliser de façon interactive, c'est-à-dire que ce ne sera pas juste moi qui parle comme aujourd'hui. Évidemment, je vais vous guider là-dedans, je vais parler beaucoup, mais ça va être important que vous ayez donc cette interface-là. Si vous avez 2 écrans, c'est encore mieux, c'est-à-dire être capable de suivre ce que moi je fais d'un côté. Si vous êtes capable d'avoir votre page IBMQ Experience qui est ouverte sur l'autre, là, vous serez capable de faire en même temps. Sinon, évidemment, en deux moitiés d'écran, ça se fait aussi. Donc, ça va être super important que vous ayez ça avant de commencer parce qu'on ne prendra pas le temps là, de créer le compte en début d'atelier. Et là où on se rendra, donc 18 novembre, c'est la date que j'oublie depuis le début, là, donc c'est la date où on se revoit à 13h. L'objectif, quand on se revoit, c'est de programmer l'algorithme de téléportation quantique. En fait, il est assez simple, vous l'avez devant les yeux. Il y a quoi? Il y a 6 portes, parce que ceci, c'est nos mesures. Donc, en réalité, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 portes dans la version qui est là. Bon, il y a d'autres versions, mais dans cette version-là, il y a 6 portes seulement. Et on verra comment arriver. Donc, ça sera notre finale. Téléportation quantique, ça fait rêver la téléportation. Écoutez, en quantique, vous verrez pourquoi c'est possible et comment c'est possible, puis qu'est-ce qu'on entend par téléportation. Là. Donc, on n'est pas en train de téléporter un chat d'un endroit à un autre. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. On verra plus en détail là, de quoi on parle à ce moment-là.